J'ai tué ma patronne d'un coup de couteau précis, enfoncé droit dans le cœur, comme on tranche une clause abusive dans un contrat véreux. Ce n'était pas de la rage aveugle, mais une sentence rendue par mes propres mains, après des années à endosser ses saletés. Et pendant qu'elle s'effondrait sur le tapis perçant de son bureau haussmannien, ses lèvres encore ourlées d'un rictus de supériorité, j'ai murmuré « Article 8, ma chère. L'équilibre des pouvoirs vient de basculer. » Paris, cette ville de lumière qui cache tant d'ombre, m'a vu naître et me briser, 2 fois. La première, dans les ruelles sordides de Belleville où j'ai grandi, fils d'un ouvrier immigré et d'une couturière qui cousait des rêves trop fragiles. La seconde, dans les couloirs lambrissés du cabinet d'avocat où j'ai passé 20 ans à polir les mensonges des puissants. Elle s'appelait Isabelle de Montfort, une blonde aux yeux verts comme l'herbe du Luxembourg en automne, issue d'une lignée de nobles appauvris qui se raccrochent à la République comme à une bouée percée. Directrice adjointe quand je suis entré là-bas, en 2005, elle m'a tout de suite repéré. Le fils de prolo qui en sait trop sur le droit du travail, avec un QI qui dépasse les bornes et une loyauté qu'on peut acheter pour un salaire modeste. J'étais son cheval de Troie, son nègre invisible. Les premiers mois, c'était presque tendre. Elle me confiait des dossiers sensibles, ceux que les associés ne voulaient pas toucher de peur de se salir les mains. Des licenciements abusifs dans des usines du Nord, des harcèlements couverts par des clauses de confidentialité, des fusions qui écrasaient des familles entières sous le poids de l'optimisation fiscale. J'écrivais les plaidoiries, je négociais les arrangements à l'amiable, et elle ramassait les lauriers. « Tu es mon atout maître, Julien », me disait-elle en posant une main sur mon épaule, son parfum de Chanel numéro 5 envahissant la pièce comme une promesse. Je hochais la tête, flatté, ignorant que cette main était déjà en train de creuser ma tombe. Le secret que je portais, il remontait à l'enfance, un fardeau que j'avais enfoui si profond que même mes nuits ne le déterraient plus. À 10 ans, dans la cave humide de notre HLM, j'avais vu mon père, ivre de chômage, frapper ma mère jusqu'au sang. Pas une simple gifle, un tabassage méthodique, comme s'il corrigeait un contrat mal fichu. Elle n'a pas porté plainte. Jamais. Au lieu de ça, elle m'a fait jurer sur la Bible familiale, un vieux truc hérité de ses ancêtres bretons, de ne jamais en parler. C'est notre affaire, mon fils. La loi, elle protège les forts, pas nous. J'ai tenu parole. Mais ce silence m'a forgé. J'ai plongé dans les livres de droit comme un noyé dans l'eau, jurant de devenir le bouclier que ma mère n'avait pas eu. Ironie du sort, c'est ce même silence qui m'a mené droit dans les filets d'Isabelle. En 2012, le scandale a éclaté. Un client, un magnate de l'agroalimentaire, accusé de fraude massive sur des subventions européennes. Les preuves, un réseau de factures falsifiées, des pots de vin versés à des fonctionnaires, et une cascade de suicides chez les employés licenciés en cascade. Isabelle m'a convoqué un soir de pluie, dans son bureau au sommet de la tour Montparnasse. « Julien, c'est toi qui vas endosser ça. Tu rédiges l'aveu, tu plaides la négligence coupable. En échange, je te couvre pour la vie. » J'ai refusé, d'abord. Mais elle savait où appuyer. Une allusion voilée à mon passé, une photo anonyme glissée dans mon tiroir. Ma mère, le visage tuméfié, daté de 1995. Comment l'avait-elle obtenue? Peu importe. Elle avait fouillé, comme un chien de chasse sur une piste chaude. J'ai signé. Gagné le procès pour le client, perdu mon âme. Et elle, promue associée, avec un bureau plus grand et un chèque à 7 zéros. Les années suivantes ont été un lent empoisonnement. Je grimpais les échelons, mais toujours dans son ombre, rédigeant ses discours pour les dîners du barreau, couvrant ses adultères avec des stagiaires ambitieuses. Elles l'étaient, miennes, ces femmes, des ombres pâles qui passaient comme des fantômes, attirés par son charisme toxique. Moi, j'étais le rocher, immobile, érodé goutte à goutte. Et puis, en 2020, la pandémie a tout accéléré. Télétravail, burn-out généralisé et un nouveau dossier. Une start-up tech accusée de violation de données personnelles, RGPD en miettes. J'ai bossé des nuits entières, un plan de défense en béton armé, basé sur l'article 8 de la loi sur la protection des données. Cet article obscur qui permet, sous condition, d'inverser la charge de la preuve en cas de mauvaise foi manifeste de l'accusateur. Mon chef-d'œuvre. Mais le matin de la présentation, elle est entrée dans la salle de réunion, un dossier flambant neuf sous le bras. « Messieurs, voici notre stratégie innovante. » Mes mots, mot pour mot, recyclés sans une virgule changée. Les associés ont applaudi, moi inclus, par réflexe. Le soir même, elle m'a convoqué. « Julien, tu es brillant, mais redondant. Le cabinet restructure. Ton poste est supprimé. » Avec un sourire, ce sourire de chat angora qui feint l'innocence. Pas de prime, pas d'indemnité au-delà du minimum légal. Juste un chèque et une porte close. J'ai quitté le bâtiment sous la bruine parisienne,
le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Dans le métro bondé, direction Bastille, j'ai repensé à l'article 8. Pas celui du RGPD, non. L'article 8 du Code pénal, sur l'intentionnalité en matière de complicité. Elle m'avait fait endosser ces crimes tant de fois que j'étais couvert de ces empreintes digitales, métaphoriquement. Mais si je retournais la veste? Si je révélais tout, non pas comme victime, mais comme juge et partie? J'ai sorti mon téléphone, ouvert un fichier crypté, des copies de mails, des enregistrements volés, des preuves accumulées comme un arsenal secret. Le twist? Parmi elles, un secret plus noir. Isabelle n'était pas celle qu'elle prétendait. Fille illégitime d'un ministre corrompu, elle avait falsifié son CV pour entrer au cabinet, et pire, impliquée dans la mort suspecte de son ex-mari, un journaliste qui fouinait trop près. La nuit, dans mon appartement exigu du Marais, j'ai ourdi le plan. Pas de violence brute, pas encore. D'abord, le droit. J'ai contacté un ancien condisciple, maintenant au parquet de Paris. Anonyme, via un VPN. J'ai des infos sur Montfort. Des dossiers qui puent la magouille. Il a mordu. Puis, les médias. Un leak progressif sur un forum obscur, des bribes qui titillent Le Monde et Libération. Isabelle a commencé à transpirer. Mes paniqués atterrissaient dans ma boîte, suppliant « Julien, si c'est toi, arrête. On peut arranger ça. Reviens, je te jure. » Je souriais devant l'écran, imaginant son rictus se fissurer. Mais elle contre-attaqua, comme toujours. Une semaine plus tard, une plainte pour diffamation à mon nom. Fausse, bien sûr, elle accusait un ancien employé rancunier d'avoir fabriqué les preuves. Les flics ont débarqué chez moi, perquisition sommaire, ordinateur saisi. Rien, grâce à mon cloud offshore. Mais le stress m'a rongé. Et là, le larcin suprême. Elle a fait circuler une rumeur au cabinet. J'étais un harceleur, un instable qui avait tenté de la séduire. Des témoignages fabriqués par des larbins loyaux. Mon nom, Julien Moreau, est devenu synonyme de paria. Impossible de trouver du boulot, même comme pigiste juridique. Paris, ma ville, me crachait à la figure. C'est alors que le passé a ressurgi. Une lettre de ma mère, mourante dans un hospice de banlieue. Mon fils, pardonne ton père. Il n'était qu'un homme brisé par le système. Ne deviens pas comme lui. Trop tard. J'ai visité son chevet, tenu sa main ridée, et juré vengeance non plus pour moi, mais pour tous les silences forcés. Isabelle représentait tout, la trahison feutrée, le sourire qui masque le poignard. J'ai décidé de la confronter, non pas en avocat, mais en justicier. Le rendez-vous? Elle l'a fixé elle-même, pensant me piéger. Un café anonyme près de la Seine, sous les arches du Pont-Neuf. Elle est arrivée en tailleur Chanel, impeccable, flanquée d'un gorille en civil, son bodyguard, un ex-flic aux épaules de docker. Julien, chéri, asseyons-nous. Discutons comme des adultes. Son ton mielleux, ses yeux qui balayaient la salle pour des caméras invisibles. J'ai posé mon café, sorti une enveloppe. Lis ça. Tout est là. Ton faux CV, les mets sur l'ex-mari, noyé dans la Marne après avoir refusé de se taire sur tes frasques fiscales. Et mon rôle? J'ai couvert pour toi, comme un bon petit soldat. Elle a pâli, mais son sourire est revenu, plus acéré. Prouve-le. Et même si tu le fais, qui te croira? Un loser au chômage contre une Montfort? Le gorille s'est avancé, main sur mon épaule. J'ai sorti mon atout, un enregistrement de notre dernière conversation au cabinet, où elle avouait la fraude du magnate. Diffusé en live sur un podcast underground que j'avais lancé sous pseudo. Son téléphone a sonné, le parquet. Perquisition imminente chez elle. La panique l'a défigurée. Tu vas payer pour ça, Julien. Je te ruinerai, je te ferai interner. Elle s'est levée, trébuchant, et a fui vers la sortie. Mais j'ai vu dans ses yeux le larcin final. Elle bluffait. Non, elle planifiait. Ce soir-là, un article anonyme sur un site d'extrême droite. Le traître juif du cabinet Montfort complote contre la France. Mon nom, ma photo d'identité, et des insinuations antisémites. Mon père était d'Algérie, juif séfarade par alliance. Elle savait où frapper pour diviser, pour me isoler. La rage m'a consumé. J'ai suivi sa trace jusqu'à son hôtel particulier du 16e arrondissement, une nuit de verglas où Paris grelottait sous un ciel plombé. Escalier de service, serrure crochetée avec un kit acheté sur le dark web, ironie, moi l'avocat du droit, devenu voleur. Elle était seule, feu de cheminée crépitant, un verre de cognac à la main. Julien? Comment. Le couteau? Un cadeau de mon père, lame damassée, rangée dans le grenier familial. Je l'ai sorti,
l'âme nue reflétant les flammes. Pour ma mère. Pour tous ceux que tu as piétinés. Article 8. La complicité se paie au prix fort. Elle a ri, d'abord, ce rire de Gorgone qui pétrifie. Tue-moi, et tu seras le monstre. Pas moi. Vrai. Mais le monstre était déjà en moi, éveillé par ses trahisons. Le coup a été net, entre les côtes, évitant les os comme on esquive une clause pénale. Elle s'est affaissée, gargouillant des mots incohérents. Pardon. C'était pour survivre. Mensonge. Toujours. Je suis parti par les toits, ombre parmi les ombres, laissant la scène comme un tableau de Delacroix. Tragique, sanglant, inachevé. Les flics ont conclu au cambriolage qui tourne mal, un SDF désespéré, piste facile. Moi, j'ai disparu dans les méandres de la ville, un nouveau nom, un job anonyme dans une librairie de la rive gauche. Vindicte accompli? Oui, mais à quel prix? Car le twist, le vrai, c'est qu'en fouillant son bureau avant le coup fatal, j'ai trouvé une lettre, adressée à moi, non envoyée. Julien, si tu lis ça, c'est que j'ai perdu. Sache que ton père n'était pas un monstre. C'était moi qui l'ai poussé au bord, en 1995, pour une affaire que ta mère a couverte. Elle était ma complice, pas ta victime innocente. Pardonne-nous. La boucle se ferme, empoisonnée. Étais-je le vengeur ou le pantin d'un passé plus tordu? Paris murmure, indifférente, et je marche ces pavés, hanté par un sourire qui n'était peut-être qu'un miroir brisé. Les jours après le meurtre se sont étirés comme une plaidoirie interminable, chaque heure un paragraphe de doute et de triomphe mêlés. J'avais prévu la Libye, un billet de train pour Lille, réservé sous faux nom, avec un complice, un vieux pote de fac, endetté jusqu'au cou, qui jurait sur sa vie de me couvrir pour 5000 €. Facile, en ces temps de précarité où la loyauté se monnaie au prix d'un loyer. Mais le vrai défi n'était pas la fuite physique. C'était l'écho dans ma tête, ce gargouillis final d'Isabelle qui résonnait comme un appel à confesser. J'ai atterri dans une pension miteuse de Ménilmontant, sous le nom de Paul Lefebvre, un pseudonyme banal comme un croissant rassis. La propriétaire, une veuve aux cheveux teints en roux criard, m'a jeté un regard suspicieux mais a pris l'avance en cash sans poser de questions. Paris, même dans ses entrailles, est une machine à broyer les âmes anonymes. Le matin, je lisais les journaux sur mon téléphone prépayé, meurtre sordide dans le 16e, Isabelle de Montfort, avocate renommée, tuée chez elle. La police piste un rôdeur. Pas un mot sur moi. Parfait. Mais au fond, une nausée. Et si c'était trop facile? Et si son fantôme, avec son sourire éternel, me pourchassait non pas par la loi, mais par le remords? Le secret révélé dans sa lettre m'obsédait. Ma mère, complice? Impossible. J'ai fouillé mes souvenirs comme un dossier poussiéreux. 1995, j'avais 10 ans. Père rentrant saoul, mère le suppliant de se taire sur une dette. Des mots que j'avais pris pour du jargon ouvrier. Était-ce lié à Isabelle? Elle avait commencé sa carrière comme assistante juridique dans un cabinet de banlieue, spécialisé dans les faillites. Une connexion? J'ai hacké, maladroitement, avec un tuto YouTube, les archives publiques. Bingo! En 1994, une affaire de corruption immobilière, où ma mère, couturière à mi-temps, avait témoigné falsement pour un promoteur véreux. Signature en bas de page, Isabelle Moreau, avocate stagiaire. Mon nom de famille, déjà entrelacé au sien comme un nœud gordien. La trahison s'approfondissait, couche par couche, comme un oignon pourri qui fait pleurer même les durs à cuire. Isabelle n'avait pas volé mon idée sur l'article 8. Elle m'avait modelé depuis le berceau, via ma propre famille. J'ai vomi dans l'évier de la pension, bile acide mélangeant cognac volé et bile noire. Vengeance pourquoi? Au juste? Pour un système qui nous avait tous piégés, ou pour mon orgueil bafoué? Pourtant, je n'ai pas arrêté. La phase 2 du plan, démanteler son empire post-mortem. J'ai contacté les victimes oubliées, ces employés licenciés que j'avais aidés à étouffer. Un par un, via signal, anonyme. Montfort est morte. Voici les preuves pour ouvrir vos dossiers. Frappez fort. La vague a monté. Plainte collective au prud'homme, article dans Mediapart accusant le cabinet de complicité systémique. Les associés paniquaient, fuites internes révélant des pots de vin. Le nom de Montfort devenait toxique, synonyme de scandale, comme un vin frelaté qu'on crache après la première gorgée. Mais elle avait prévu ça, la sorcière. Une semaine plus tard, un coup de fil anonyme sur mon burner. Moreau, tu crois t'en tirer? J'ai un testament. Tout accuse. Lettre forgée, où tu avoues être l'amant jaloux. Les flics te chopent dans 48 H. Sa voix? Non, une imitation, mais signée de son parfum. Une enveloppe glissée sous ma porte, imprégnée de Chanel. Bluff ou pas? J'ai fui plus loin, vers les catacombes sociales de la ville.
Un squat près de la gare du Nord, avec des artistes ratés et des migrants qui ne posent pas de questions. Là, dans l'humidité des murs tagués, j'ai comploté la contre-attaque. Twist mineur, mon complice de Lille a craqué. Appel paniqué, ils m'ont serré, Julien. J'ai tout balancé. Les flics étaient sur ma piste, non pour le meurtre encore, mais pour diffamation aggravée. Isabelle avait semé des mines partout, même morte. J'ai couru, zigzagant par les bouches de métro, sautant les tourniquets comme un fantôme de la commune. Direction, son notaire, un type bedonnant du 8e arrondissement que j'avais croisé en audience. Corruption facile, 2000 € pour accéder au coffre. Là, le testament, faux comme un billet de Monopoly, mais habile. Phrase que j'aurais pu dire, en miroir de nos disputes. Elle me connaissait mieux que moi-même. La tension montait, huame comme un thriller de Costa Gavras, où chaque ombre cache un indicateur. J'ai détruit le document, feu dans une poubelle publique, mais le mal était fait, les médias relayèrent la rumeur. Drame passionnel chez l'avocate assassinée. Mon visage pixelisé circulait, et avec lui, les démons du passé, l'affaire de mon père, ressortis comme une vieille photo jaunée. Les voisins de Belleville murmuraient, le fils Moreau, encore un qui a pété les plombs. C'est là que j'ai craqué, ou du moins, que j'ai décidé de l'embrasser, ce craquage. Une nuit, à gare, j'ai appelé ma sœur aînée, la seule famille restante, prof de lettres à Lyon. Frangin, maman m'a tout dit avant de mourir. Isabelle. Elle était la dette. Père a refusé de mentir pour elle, en 94. Elle l'a ruiné, et lui a cogné pour oublier. Le puzzle se complétait. Ma mère avait couvert non par peur, mais par chantage. Isabelle, déjà alors, tirait les ficelles, une araignée au centre de sa toile. La décision controversée? Ne pas fuir. Rester, et frapper au cœur du système. Une conférence de presse improvisée, sous pseudo, devant le palais de justice. J'ai loué un mégaphone, posté des flyers, la vérité sur mon fort, une vie de mensonges légaux. Foule clairsemée au début, des militants CGT, des journalistes freelance. Puis, l'étincelle, j'ai diffusé l'enregistrement original, sa voix confessant la fraude. Chaos. Sirène hurlante, flash crépitant. J'ai été arrêté sur place, menottes au poignet, mais avec un sourire, le sien, en miroir. Au commissariat, interrogatoire musclé. Le capitaine, un barbu au regard las, me fixe. Pourquoi, Moreau? Elle t'a viré. Ok, mais là. C'est de la barbarie. J'ai ri. Barbarie? C'est la loi qu'elle a violée, article après article. Moi? J'ai juste rééquilibré. Ils ont fouillé, trouvé le couteau dans mon sac. Erreur fatale, impulsivité de damné. ADN matché en 24 heures. Accusé de meurtre prémédité. Le procès? Un cirque, digne d'un Zola moderne. Avocat commis d'office, plaidoirie enflammée sur la vengeance sociale. Mon client a endossé les péchés d'une élite pourrie. Les médias se déchaînent. Un me voit en justicier, comme un Vidocq inversé. Autre en monstre sanguinaire, un Raskolnikov raté. Isabelle, sanctifiée post-mortem, devient icône féministe, oubliant ses victimes masculines et féminines confondues. La fracture sociétale. Tweet en furie, manifestation devant le tribunal, justice pour Montfort, vs. justice pour les oubliés. Moi, au banc des accusés, je contemple la salle, ce théâtre de la République où j'ai tant plaidé. Le twist approche, tapis dans l'ombre des témoignages. La salle d'audience du palais de justice de Paris, avec ses boiseries sombres et son odeur de cire et de sueur rance, est un purgatoire où les âmes se vident avant le jugement final. Assis là, enchaîné par des liens invisibles plus que par les fers aux chevilles, je scrutais les visages. Le procureur, un jeune loup aux lunettes cerclées d'or, pressé de grimper l'échelle. Mon avocat, un baroudeur du pénal nommé Laurent, qui puait le tabac froid et la défaite. Et la galerie, ce mélange bigarré de curieux, de militants et de vautours médiatiques, faune tendue comme des lances. Le procès s'ouvrait sur un ton théâtral, comme une pièce de Racine où chaque réplique cache un poison. Le procureur, voix mielleuse, déroulait l'accusation. Julien Moreau, ancien avocat, a prémédité le meurtre d'Isabelle de Montfort, sa supérieure hiérarchique, par jalousie professionnelle et personnelle. Preuve, l'arme du crime, ADN concordant. Témoignage de collègues sur son instabilité croissante. Et ce testament falsifié, révélant une obsession pathologique. Il brandit l'enveloppe noircie, comme si c'était la tête de Méduse. Murmure dans la salle. Une femme au premier rang, une ancienne stagiaire d'Isabelle, essuie une larme, crocodile, je le sais, car je l'ai vu signer les clauses de silence pour 10 000 €. Laurent se lève, bedonnant mais vif, et contre-attaque. Messieurs les juges, ce n'est pas un meurtre,
c'est une exécution en légitime défense sociale. Ma cliente, pardon, mon client, a endossé pendant 20 ans les crimes d'une femme manipulatrice, Isabelle de Montfort, qui a bâti sa carrière sur des mensonges et des chantages. Écoutez ceci. Il appuie sur play. Ma voix? Non, la sienne, enregistrée lors d'une réunion confidentielle en 2018, avouant avoir falsifié des preuves dans l'affaire du magnat agro. La salle explose en chuchotements. Le procureur objecte, irrélevant. C'est illégalement obtenu. Mais le juge, une septuagénaire aux cheveux gris acier nommée Madame Duval, fronce les sourcils. Admis sous réserve. Procédé. Les jours suivants sont un tourbillon de témoignages qui fissure le vernis. D'abord, les victimes. Un ouvrier du Nord, visage buriné, raconte comment Isabelle l'a ruiné en 2010, le forçant à signer un abandon de recours sous menace de diffamation. Elle souriait, Madame la juge, comme si c'était un jeu, applaudissements sporadiques de la galerie gauche, huée de la droite. Puis, mon tour, l'interrogatoire. Pourquoi le couteau, monsieur Moreau? Pourquoi pas la justice? Demande le président, voix grave comme un glas. Je fixe ses yeux, calme. La justice? Elle était son amante, pas la mienne. J'ai plaidé pour elle des années, gisant ses péchés comme un bouc émissaire. Article 8 du Code. Monsieur, la complicité inverse la charge. Elle m'a forcé à comploter. J'ai comploté sa fin. Scandale. La salle boue, une journaliste de France Inter tweetait en live. Procès Montfort. L'accusé revendique la vengeance comme droit coutumier. Société divisée. Dehors, les manifs grossissent. Féministes en noir pour Isabelle, victime du patriarcat vengeur. Syndicats en bleu de travail, scandant « Plus jamais un Moreau pour les puissants ». Les plateaux télé s'enflamment. Débat enflammé sur CNews, où un éditorialiste hurle « Anarchie judiciaire » contre un sociologue sur France 5 plaidant « Catharsis d'une France enragée ». Mais le vrai larcin vient des Elfanlen d'Isabelle, même morte. Son bodyguard témoigne, elle m'avait prévenu de lui. Julien est dangereux, instable. Il m'avait menacé au café. Mensonge pur, mais corroboré par un faux témoin, un clerc du cabinet, grassement payé. Laurent fulmine, corruption flagrante. Preuve, un virement bancaire suspect, tracé via mon hack amateur. Le juge ordonne une enquête parallèle. Tension palpable, le procureur sue, la galerie ricane. Nuit après nuit, en cellule, une boîte de 9 mètres carrés à la conciergerie, écho des révolutionnaires guillotinés, je ressassais la lettre. Ma mère complice? J'ai supplié pour un appel. Ma sœur accepte, voix brisée au téléphone. Julien, maman a confessé sur son lit de mort. Isabelle l'a approché en 93 pour falsifier un témoignage sur un promoteur qui squattait nos logements HLM. En échange d'argent pour le loyer. Père l'a découvert, a refusé de se taire. La bagarre. C'était sa façon de hurler sa trahison. Isabelle a tout orchestré, via des intermédiaires. Ta mère a porté le silence pour te protéger, toi, l'avenir. Larmes chaudes sur ma joue. Le tableau se renverse. Isabelle n'était pas la prédatrice solitaire. Elle était le virus d'un système qui infecte les faibles pour dévorer les forts. Le contre-interrogatoire de la stagiaire pleurnicheuse devient pivotal. Laurent la coince. Vous avez signé un NDA pour 10K, n'est-ce pas? Et si je vous dis que Montfort couchait avec le patron pour ce fric? Elle craque, sanglots théâtraux. Oui, elle m'a forcé, moi aussi. Révélation, un réseau interne de harcèlement, couverto par des promotions. La salle applaudit, le procureur bondit, calomnie. Mais le doute sème. Article dans le Figaro titre « L'envers du décor Montfort, séduction ou coercition ». Chaos judiciaire. L'expert en balistique confirme le coup précis comme un geste professionnel. Le procureur enfonce « avocat jusqu'au bout, hein ?» Je rétorque, micro en main, non, juste un fils qui rend justice à sa mère. Silence de mort, puis tollé. Madame Duval suspend l'audience, Gavel claquant comme un couperet. Dehors, la France se fracture. Pétition en ligne culmine à 500 cas signatures, pour ou contre ma relaxe. Un politicien opportuniste, candidat aux législatives, me visite en cellule. Votre histoire, c'est celle du peuple contre l'élite. Soutenez-moi, je pousse pour une grâce. Refus. Je ne suis pas un pion, je suis le roi déchu. Le verdict approche, et avec lui, le twist qui divisera à jamais. Les dernières semaines du procès se muent en un opéra bouffe et tragique à la fois, où les airs de Puccini se mêlent aux hurlements des commentateurs radio. La presse, cette hydre aux 1000 têtes, dévore chaque bribe. Podcast spéculatif sur Spotify dissèque mon enfance, documentaire Netflix en gestation promettent La vengeance de Belleville.
Moi, dans ma cellule au mur suintant, je deviens mythe vivant ou monstre, selon le camp. Les lettres affluent. Des admiratrices anonymes glissent des mots enflammés sous la porte du parloir. Tu es notre Robin des bois des prétoires. Des maris trahis envoient des cigares empoisonnés de fiel. Elle méritait pire. Paris palpite au rythme de mon pouls, cette ville cannibale qui se nourrit de ses enfants dévorés. Laurent, mon avocat, s'épuise. Cerne noire, cravate de travers, il me briefe dans le parloir vitré. On a une brèche, l'enquête sur le notaire. Virement tracé jusqu'à un compte offshore au Panama. Le même qu'Isabelle utilisait pour ses dons caritatifs bidons. Si on prouve la falsification du testament, on bascule en légitime défense. Ou au moins, en crime passionnel atténué. Je hoche la tête, mais intérieurement, je ricane. Passionnel? C'était clinique, chirurgical, un verdict rendu après appel. Mais le système exige du pathos. Je lui donnerai du sang et des larmes. Le jour fatidique arrive. Témoignage surprise, annoncé par Madame Duval d'une voix monocorde. La porte s'ouvre sur un fantôme, l'ex-mari d'Isabelle, présumé noyé en 2015. Vivant. Un homme voûté, cheveux grisonnants, yeux caves comme des puits de mine, escorté par 2 flics en civil. La salle retient son souffle, le procureur blêmit. Monsieur Lemoine, vous étiez déclaré mort. Comment. L'homme, voix rauque éraillée par des années de silence, raconte « Elle m'a poussé, littéralement, du pont de Bercy. J'enquêtais sur ses liens avec un cartel immobilier. Le même qui a ruiné la famille Moreau en 94. J'ai survécu, amnésique, reconstruit une vie à Marseille sous faux nom. Mais les leaks récents. J'ai reconnu sa voix. Preuve, un journal intime numérique, chiffré, décrypté par Interpol. Entry daté, noyé le journaliste. Propre, sans trace. Julien couvrira, comme toujours. Chaos absolu. La galerie explose. Cris de justice. Chaises renversées, journalistes se ruant aux issues pour live Twitter. Le procureur hurle à l'outrage, exigeant une suspension. Laurent jubile, citant l'article 8 du Code de procédure pénale, inversion de la charge pour vice de forme. Madame Duval, impassible, adjourne pour délibérer. Dehors, émeute, voiture incendiée place Vendôme, gaz lacrymo sur les Champs-Élysées. La France, ce volcan endormi, crache sa lave. Débat parlementaire sur la réforme judiciaire, sondage GFK révélant 52% pour ma relax, il a fait ce que l'État n'ose pas. En cellule, l'euphorie cède à l'abîme. L'ex-mari, en visite clandestine, me tend une main tremblante. Merci, gamin. Ta mère. Elle a payé cher pour moi aussi. Isabelle l'a menacé de te placer en foyer si elle parlait. Le nœud se resserre, ma vie entière, un échiquier manipulé par ses mains gantées. Vengeance accomplie? Non, car elle gagne encore, post-mortem, en me transformant en martyr. Les militants me vénèrent, mais à quel prix? Mon humanité, dissoute dans le rôle. Le délibéré dure 3 jours, 3 siècles. Nuit hantée par des rêves, Isabelle souriant depuis une tombe ouverte, tendant l'article 8 comme un parchemin ensanglanté. Tu inverses rien, Julien. Tu perpétues. Réveil en sueur, m'a-t-on tapant à la porte, à toi, le cirque. La salle est bondée, tension électrique comme avant un orage d'été sur la Seine. Madame Duval monte au lutrin, lunettes perchées, voix claire, accusé, levez-vous. La cour, après examen des preuves nouvelles, déclare Julien Moreau non coupable de meurtre prémédité, mais coupable d'homicide involontaire atténué par circonstances exceptionnelles. Peine. Sursis probatoire de 5 ans, avec obligation de thérapie et restitution symbolique aux victimes de Montfort. Tollé. Bis repetita. Hurrah, injure, garde formant un cordon. Laurent Métrin, larmes aux yeux, on l'a eu vieux. Libéré sous les flashs, je traverse la foule, poing brandi, fleurs jetées, crachat aussi. Une féministe me gifle, pour Isabelle. Un ouvrier m'embrasse, pour nous. Divisé, comme prévu. Les plateaux télé, victoire de la rue ou laxisme judiciaire. Politiciens s'emparent, projet de loi anti-moraux, pour durcir les peines en cas de vengeance privée. Mais le vrai chaos trao, personnel, surgit ce soir-là, dans un bistrot anonyme de la butte aux Cailles. Ma sœur m'attend, verre de muscadet à la main. Julien, il y a plus. La lettre d'Isabelle. Elle n'était pas seule. Ton père, avant de mourir en prison pour recel après la bagarre, a écrit une confession. Il a tué le promoteur en 95 pour venger maman. Isabelle a couvert, en échange de ton silence futur. Tu es le dernier maillon. Stupéfaction. Le cycle, père tue pour mère, je tue pour père.
Article 8. Éternel retour. La nuit parisienne avale mes pas, sous les réverbères voilés de brume. Libre, mais enchaîné à un legs maudit. La liberté, cette chimère que j'avais invoquée comme un sortilège, s'avère un exil déguisé. Paris, ma nourrice impitoyable, me rejette désormais non plus comme paria, mais comme relique vivante. Un trophée pour les uns, une cicatrice pour les autres. Les premiers mois, je squatte chez ma sœur à Lyon, ville au quai mou qui étouffe les cris parisiens. Thérapie imposée, un psy freudien aux accents provençaux qui dissèque mes rêves comme des contrats caducs. Votre acte, monsieur Moreau, est une répétition compulsive. Père, fille, vous, le couteau comme phallus symbolique. Je ris jaune, payant en liquide pour éviter les traces. Mais il touche juste, la vengeance n'inverse pas. Elle boucle, serment gordien. De retour à la capitale, incognito sous Paul Lefebvre, je trouve refuge dans une imprimerie clandestine de la Goutte d'Or, imprimant des tracts pour des causes perdues, squat anti-expulsion, grève sauvage. Ironie, moi, ancien polisseur de loi, devenu faussaire de justice populaire. Les nuits, je hante les bars enfumés du canal Saint-Martin, écoutant les échos du procès, livre à venir, Le sourire empoisonné, film en pré-prodé, un polar à la Audiard, avec Depardieu en justicier bedonnant. Mon nom circule, tatouage indélébile sur la peau collective. Mais le twist final, celui qui cause la querelle éternelle, émerge un matin pluvieux de printemps 2026. Une enveloppe anonyme, postée de Bruxelles, photo jaunie, datée de 1994. Moi, enfant, devant l'HLM. Ma mère signant le faux témoignage. Et Isabelle, jeune stagiaire, main sur son épaule, sourire complice. Au dos, une note manuscrite. Tu croyais l'avoir tuée? Elle vit en toi. Ton père l'a su, il a préféré la mort en tôle à la révélation. Choisis, publie et brise tout, ou brûle et visse. Un ami. L'ami? L'ex-mari, sans doute, ou un spectre du cabinet. Le dilemme. Rendre public ce legs incestueux de corruption familiale, exposant ma mère à la vindicte posthume, ou l'enterrer, perpétuant le silence qu'elle m'avait imposé? Les jours suivants, tourment baudelairien, spleen et idéal déchu. Je marche les berges de Seine, où les bouquinistes vendent des codes pénaux usés comme des regrets. Une manif spontanée passe, pancarte Moreau libre, justice vraie. Je m'y joins, anonyme dans la foule, criant pour exorciser. Mais au cœur, la décision fermente, controversée, comme tout. Publier signifierait catharsis collective. Exposer comment l'élite s'infiltre dans les veines des humbles, transformant victime en complice. Brûler, paix personnelle, mais complicité éternelle. Le choix tombe une nuit d'orage, foudre zébrant Notre-Dame renaissante. J'appelle un journaliste de Mediapart, voix altérée, j'ai la fin de l'histoire Montfort. Rendez-vous au Pont des Arts. Dossier en main, je déverse. Photos, confessions croisées, un arbre généalogique du mâle ou Isabelle et la racine pourrie. Article choc le lendemain, le secret Moreau, une dynastie de silence forcé. La vengeance de Julien n'était que l'épilogue d'un crime originel. Tsunami médiatique. Sondage. 60% saluent la transparence, 40% hurlent au sacrilège, laissent les morts reposer. Débats enflammés au Sénat. Loi sur l'imprescriptibilité des corruptions familiales. Ma sœur me renie par SMS. Tu as sali maman pour ton ego. Libéré du poids, je m'évade pour de bon. Billet pour Lisbonne, où les azuléjos masquent les failles comme Paris les siennes. Dernier regard sur la tour Eiffel, silhouette d'acier tordue par la brume. Victoire? Biquet. Les deux, imbriqués comme un contrat à clause cachée. Isabelle m'a renvoyé avec un sourire. J'ai inversé par le sang. Mais l'article 8, ce mirage légal, n'équilibre rien. Il révèle que le rapport de force est une illusion, un balancier qui pendule entre bourreau et victime, sans jamais s'arrêter. Et dans le train qui file vers l'ouest, je souris à mon tour. Pas de triomphe, mais de résignation française, celle qui boit un pastis en sachant que demain recommence le même mensonge. Fin? Non, épilogue ouvert, pour que les lecteurs choisissent leur camp, héros ou damnés. À vous de trancher, dans les ombres de cette ville qui ne pardonne jamais.